Mesdames et messieurs, chers amis de l'Institut Heinrich Mann et de la médiathèque André Labarrère à Pau. Au nom de l'Institut Heinrich Mann, j'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue ce soir pour une ciné-lecture consacrée à Napoléon, vue par Alexander Klug à travers l'ouvrage qu'il lui a consacré à l'occasion du bicentenaire de sa mort. Pour cela, je me suis entourée de deux collègues universitaires, Hilda Inderwildi de Toulouse, éminente spécialiste d'Alexander Klug, et Frédéric Bidouze de Pau, historien, deux invités que je me propose de vous présenter dans un instant. Alors, l'Institut Heinrich Mann est d'autant plus heureux de pouvoir vous accueillir ce soir que cette manifestation a été annulée par 2 fois. Elle devait initialement avoir lieu le 5 mai dernier, c'est-à-dire le jour du bicentenaire même. Alors, merci de vous être mobilisés aujourd'hui pour découvrir le regard d'un intellectuel allemand sur un phénomène historique et un mythe qui, jusqu'à nos jours, interroge et divise. Vous verrez que Klug n'est pas homme à trancher, à se ranger dans un camp ou dans un autre, mais je laisserai à ma collègue Hilda Inderwildi le soin de vous en dire plus tout à l'heure. Je tiens à remercier nos partenaires sans lesquels cette manifestation n'aurait pas pu avoir lieu. En premier lieu, bien sûr, la médiathèque André Labarrère. Hervé Ferkel, responsable de la médiathèque, Stéphane Andrieux, responsable de l'action culturelle du réseau des médiathèques de la communauté d'agglomération au Béarn-Pyrénées, et surtout aussi Aurélie Talos, qui est là-haut en régie, qui a été notre interlocutrice pour la préparation de l'événement et qui assure la projection de ce soir. La médiathèque met à notre disposition cette belle salle, sa logistique et son équipe technique. Nous remercions aussi l'Institut Goethe qui, avec des fonds publics alloués par le gouvernement fédéral d'Allemagne, cofinance nos actions culturelles. J'adresse un merci tout particulier à Alexander Klug lui-même et à Vincent Pauval, chargé de la diffusion de son œuvre en France. Ils ont mis gracieusement à ma disposition un fond d'images, un fond iconographique et des vidéos que Alexander Klug a tournées tout récemment dans le contexte des événements autour du bicentenaire de la mort de Napoléon. J'ai pu m'en servir pour concevoir un diaporama avec des images fixes et des images animées qui accompagnera la lecture. Je remercie également Hermann Gerst de l'Institut Heinrich Mann, qui est là-haut, qui a co-organisé l'événement avec moi, et j'en profite pour saluer les membres de l'association présents ce soir, et en particulier, bien sûr, notre président, Paul Zelinger, qui est là au 3e rang. Alors, il est temps maintenant d'adresser un grand merci à nos intervenants qui ont accepté d'enrichir cette soirée de leurs éclairages et que j'ai maintenant le plaisir de vous présenter. Donc, pour cela, je vais les rejoindre. Alors, je commence par Hilda Inderwildi, qui a accepté de venir malgré un emploi du temps que je sais extrêmement chargé. Donc je suis très heureuse qu'elle soit là ce soir et qu'elle ait bravé aussi la circulation à l'approche de Pau. Ça n'est pas évident d'arriver jusqu'ici. Voilà, nous avons été collègues et amis pendant une vingtaine d'années à Toulouse. Nous sommes toujours amis, mais je ne suis plus à Toulouse. C'est sûr. Voilà. Maître de conférence en études germaniques à l'université Toulouse-Jean Jaurès, elle est également traductrice et directrice de publication aux presses universitaires du Midi et aux presses universitaires de Provence pour les cahiers d'études germaniques, une revue donc de germanistes. Ses thèmes de recherche sont le dialogue des arts au 19e, 20e, 21e siècle et les formes intermédiales, en particulier les livres d'artistes, et son habilitation à diriger des recherches soutenues en 2018 portées sur Gerhard Richter au miroir de ses coopérations avec Alexander Klug 1966-2016. Voilà, elle en fait un ouvrage qui est à paraître en 2022.
Depuis 2012, elle est l'une des traductrices d'Alexander Klug. Elle a traduit récemment, avec Vincent Pauval et avec moi-même, l'ouvrage Parsifal Container. On peut peut-être le montrer rapidement. Paru chez Spector Books à Leipzig en 2020. Donc Hilda Enderwildi nous parlera d'Alexander Klug, de notre auteur, et elle a aussi accepté de partager avec moi la lecture. Nous lirons donc les textes à 2 voix. Alors, tu veux pas présenter Frédéric? Si, je vais présenter bien sûr, mais je pensais que tu voulais... Ah, très bien. Alors, je vais joindre mes remerciements au tien. D'abord, je vais remercier le public qui est venu vraiment très nombreux, donc je ne regrette pas de m'être déplacée depuis Toulouse. Et je voudrais remercier vraiment très sincèrement la maison Heinrich Heine et tous vos partenaires. Et toi aussi, Heinrich Mann, pardon, à Pau, et toi aussi, Mechthild, de nous permettre de parler et de faire découvrir Alexander Klug, qui pour moi est un immense créateur et un immense penseur du long XXe siècle, et qui est très singulier, mais qui est aussi très emblématique de la génération 1966, qui est la génération à laquelle il dit lui-même appartenir, de même que c'est son frère d'âge, Gerhard Richter. Et pourquoi appartient-il à cette génération 1966 il a défini en fait un espace public en 1966 qui relève encore d'une forme d'espace public très généralisé et qui ressemblait davantage à celui des années 1920 qu'à ce qu'il sera par la suite dans les années 70, donc dans l'après-mouvement étudiant et l'après-68. Donc il est né en 1932, il aura 90 ans en février prochain, et je vous en dirai peut-être un peu plus après la présentation de Frédéric. D'accord, très bien. Alors, donc je me tourne vers Frédéric Bidouze, que je viens de rencontrer pour la première fois. Nous avons beaucoup correspondu, mais c'est notre première coopération, et je m'en félicite, de partager aussi avec lui, en tant qu'historien, nos réflexions sur Klug, et en particulier, bien sûr, la manière dont Klug aborde l'histoire. Alors, Frédéric Bidouze est maître de conférences en histoire moderne à l'université de Pau. Il est spécialiste de l'ancien régime politique et de la pré-révolution française, plus particulièrement des parlements. Ses dernières publications portent sur Versailles durant les États généraux et la Révolution, sous le titre de Versailles à Versailles, en 2 tomes. Et il s'apprête aussi à publier dans quelques semaines, aux éditions Perrier-Jette, une pièce de théâtre jouée dans la salle du Jeu de Paume de Versailles à l'occasion de ses 230 ans en 2019. Sous le titre Des menus plaisirs au Jeu de Paume, du serment au roi au serment à la nation, suivi de Les Français et 1789. Alors, est-ce que je l'ai bien fait? Et donc Frédéric Bidouze interviendra plutôt après la lecture pour nous donner sa réaction à ce qu'on aura entendu et ce qu'il a lu, parce qu'il a lu bien sûr plus que ce que vous entendrez, puisqu'il a fallu faire un choix assez difficile parmi une multitude de textes. Et ensuite, pour finir, nous engagerons une discussion avec vous, le public. Voilà. Et donc, je passe la parole à... non, peut-être, oui non, vous m'avez dit que je parlerai après, oui. Je ne sais pas. Oui, bien sûr, mais... je vous remercie de cette présentation. Je ne sais pas, soit je parle du livre, mais je vous remercie de m'avoir présenté, je vous remercie de m'avoir invité. Et puis, voilà, j'ai lu avec beaucoup d'attention cet ouvrage, dont je vous parlerai après votre lecture, puisque c'était pas timé comme ça, il me semble, au départ, mais enfin, j'ai dû mal comprendre, mais c'est pas grave, au contraire, je crois que c'est mieux de lire les textes d'abord, en particulier, de lire ces textes-là, de manière, voilà, comme vous allez le faire, et puis ensuite, modestement, essayer de montrer un peu ce qu'en tant qu'historien, j'en ai à la fois compris, et puis aussi, je vous dirais, je m'en suis nourri. J'en ai déjà parlé à des étudiants, dont certains sont dans la salle. Ils en ont déjà même, je pense que jamais ils auraient pu entendre parler d'Alexander Klug. Mais là, ça a été le cas. Ils sont déjà un peu au courant que ça rejoint
des thématiques importantes en cette époque du bicentenaire de la mort de Napoléon. Voilà, merci, je vous laisse la parole donc. Merci beaucoup. Alors je vais peut-être quand même parler un peu de la vie d'Alexander Klug et de ce qu'il incarne. D'abord, il faut savoir que c'est quelqu'un qui a été sûrement plus connu dans les décennies 1960-1980. Encore une fois, il a bientôt 90 ans. Et c'est l'époque, en 1966, c'est l'époque où il remporte un Lion d'argent à la Mostra de Venise pour un film que parfois on connaît encore en France, qui s'appelle Abschied von gestern, donc l'adieu à hier, qu'on connaît sous le nom de sa protagoniste Anita Gay en France. Et il faut imaginer ce que ça signifiait en 1966 d'être le premier Allemand à décrocher un Lion d'argent dans un festival européen. Donc c'était vraiment une grande fierté, j'ai pas envie de dire nationale, mais presque, et un peu à l'instar de ce qu'on a connu avec le foot en Allemagne. Et il a continué, en 1968, il a gagné un Lion d'or, cette fois-ci pour Artisten in der Zirkusgruppe Ratlos, donc les artistes sous le chapiteau, perplexes. Et pour terminer, en 82, donc il a reçu un Lion d'honneur, toujours à Venise, qui est une ville assez chère à son cœur et à laquelle il a dédié pas mal d'ouvrages ensuite. On connaissait aussi comme grand homme de cinéma. Il a été longtemps comparé au Jean-Luc Godard allemand, vous le savez peut-être, notamment parce qu'il avait signé le manifeste d'Oberhausen avec un certain nombre de cinéastes de la même génération. Et dans ce manifeste, on disait en gros que le cinéma de papa était mort et que on saluait un nouveau cinéma. Donc véritablement, souvent, ce qualificatif de Jean-Luc Godard allemand l'a suivi. Et enfin, dans ces décennies 60-80, il a aussi contribué au film qu'on connaît bien, L'Allemagne en automne, Deutschland im Herbst, en 78. Et vous savez, ce film avec 4 séquences qui revient sur la période de la Rote Armee Fraktion et notamment les suicidés de Stammheim. Donc on le connaît bien en tant que cinéaste à cette époque-là. Mais dans le même temps, il a déjà écrit ce qu'il appelle des Lebensläufe. Alors Lebenslauf, en allemand, ça veut dire, on traduit généralement par curriculum vitae, mais ça ne nous a pas paru très, très pertinent de traduire ça par curriculum vitae dans l'exploitation, enfin dans nos traductions actuelles. On a traduit ça par cours de vie. Les cours de vie, c'est quelque chose qui est absolument fondamental pour Alexander Klug, parce qu'Alexander Klug veut s'attacher au particulier. Il ne s'attache qu'au particulier. Il s'accroche à ça comme quelque chose qui peut miner toutes les tentations totalisantes. Il s'agit véritablement de résister. Le particulier résiste, et c'est pour ça que toute la littérature de Alexander Klug, et même son cinéma, s'accroche au particulier. Et donc ces Lebensläufe vont fournir la base de sa monumentale Chronik der Gefühle, donc Chronique des sentiments. J'en ai apporté les 2 premiers tomes au pied, là j'ai fait une petite bibliothèque. Donc vous voyez l'épaisseur de ces tomes qui ont paru récemment aux éditions POL, puisqu'on est en train de préparer une intégrale des œuvres écrites, enfin de l'œuvre écrite de Klug, et le 3e est à paraître en 2022. Donc ces Lebensläufe, c'est vraiment la base de la Chronik der Gefühle, la chronique des sentiments, qui est une chronique très étrange, parce que c'est une chronique achronique. C'est une chronique qui n'a que faire du temps historique, j'ai envie de dire. C'est une chronique de l'ordre du futur antérieur. Elle est sur un axe du futur antérieur. Et c'est pour ça que, en fait, il y a autre chose à côté des Lebensläufe qui est extrêmement important pour Klug, c'est ce qu'il appelle les Nachrichten. Alors, Nachrichten sont les nouvelles en allemand, et dans le mot Nachricht, en allemand, on entend à la fois la représentation du passé et l'adresse à l'avenir. Nach, comme nacherzählen, et puis richten, nach. Donc on entend vraiment ces nouvelles, tout est vu sous un prisme nouveau. Donc ce genre de Nachrichten,
Il le développe à partir de 1977, et comme c'est un esprit très systématique, malgré le foisonnement, donc il y a les Nachrichten von den Staufern, 1 et 2, en 77, vermischte Nachrichten, parce qu'il y a aussi un aspect de faits divers chez Klug. Il aime beaucoup se nourrir de faits divers, comme le début du XVIIIe siècle, le début des Lumières l'a fait, et même avant. Il a aussi fait Nachrichten aus der ideologischen Antike en 2008, qui est un film sur le capital. Nachrichten von ruhigen Momenten en 2013, donc nouvelles de moments calmes. Nachrichten von ruhigen Momenten. Nachrichten vom großen Krieg, on en parlait tout à l'heure, donc c'est les nouvelles de la Grande Guerre en 2014. Évidemment, c'est le moment de la commémoration de la Grande Guerre, qui n'est grande que de ce côté du Rhin, je vous le dis. En Allemagne, on ne parle pas de Der große Krieg. Voilà, il fait tout un tas de Nachrichten vom Kalten Krieg, etc. Et dans ces années, ces décennies 60-80, il est déjà aussi entré en dialogue avec l'école de Francfort. Il est le secrétaire et l'avocat de Adorno, et donc il discute avec Oskar Negrt, avec Adorno bien sûr, qui est son mentor d'une certaine manière, et en littérature et en cinéma, et il discute avec Niklas Luhmann, avec Habermas. Il est vraiment en dialogue avec tout ce que son époque a compte de grands esprits. Et du côté littéraire, il a son grand ami Enzensberger, et il était auparavant grand ami de Heiner Müller. Ils se sont beaucoup... c'est une littérature d'entretien, de dialogue. Dans la chronique des sentiments, il y a de nombreux textes qui sont des comptes-rendus de discussions avec Heiner Müller ou Enzensberger, ou avec des historiens, ou des personnes qui ont compté, qui ont traversé sa vie et qui ont compté. En 87, à la fin des années 90, Alexander Klug se détourne du cinéma pour se tourner vers la télé. Et il crée une chaîne indépendante qui s'appelle DCTP et qui lui permet en fait de concevoir des programmes culturels extrêmement exigeants, extrêmement ambitieux, qui vont être ensuite diffusés sur des chaînes comme RTL ou Sat.1. Mais c'est vraiment des choses tout à fait étonnantes dans le paysage culturel, des entretiens très très longs, évidemment tout ça est diffusé après 22 heures. Mais fut un temps, jusqu'à un temps très récent, Klug était sur les écrans allemands et a discuté de littérature, d'histoire longuement le soir. Et pour lui, la télé, c'est la continuité, le prolongement du cinéma. Et en fait, c'est le prolongement au petit écran de ce qu'il avait entrepris au cinéma. Et maintenant, le petit écran, pour lui, c'est l'ordinateur. C'est-à-dire que cet homme a accompagné, malgré son grand âge, il a accompagné absolument toutes les innovations du siècle qu'il a traversé. Je vous rappelle que sa chronique des sentiments, c'est aussi une chronique du siècle et du millénaire. C'est ce qu'il vise, rien moins que ça, une chronique du siècle et du millénaire. Alors c'est un homme de médias, il est en prise directe avec l'opinion publique, il souhaite l'être. Il est l'héritier d'une famille d'esprit extrêmement pragmatique qui s'emploie surtout à traquer les survivances de l'ère nationale-socialiste. Évidemment, c'est ce qu'il a marqué, c'est ce qu'il a le plus marqué et c'est ce qu'il essaie de combattre. Et son point de vue recoupe pour une large part celui que défend un autre grand journaliste avant lui qui s'appelle Günter Gauss, qui est mort en 2004. Et Günter Gauss avait créé un format très particulier à la télé qui s'appelait Zur Person et qui était l'occasion d'entretiens assez longs et fouillés avec des grandes personnalités du siècle. Et Gauss a dit en 67, lors de sa première interview de Rudi Dutschke, que sa génération a trop de raisons d'être immunisée, des raisons concrètes, d'être immunisée contre les utopies pour qu'elle puisse se reconnaître dans un jeune leader marxiste. Donc c'est aussi le cas pour Klug, c'est ce que disait tout à l'heure Mechtild, il ne se reconnaît pas volontiers, il n'a pas beaucoup d'estime pour l'idéologie, son credo, lui, c'est la théorie critique. Je voudrais aussi dire, je ne vais pas parler trop longtemps maintenant, mais je voudrais dire quelque chose qu'on connaît un peu moins en France d'Alexander Klug, c'est qu'il aime passionnément la musique, et notamment passionnément l'opéra. C'est-à-dire que non seulement il a fait des études d'histoire et de droit, il était avocat pour la Frankfurter Schule, mais il a aussi fait des études de musique. Et il y a de nombreux textes en rapport avec la musique. Il est capable de partir à la Scala, enfin juste pour assister à une représentation. Il y a sa prose, elle est marquée par un principe de composition musicale, et
comment dire, ces textes, il faut les envisager comme une polyphonie qui serait guidée plutôt par un principe sensible, par une logique plus intuitive que véritablement rationnelle. Ce qui caractérise cette prose, c'est ce qu'on a appelé le laconisme clougien. Alors le laconisme clougien, c'est une manière surtout de n'aplanir aucune dissonance. Hein. Il ne veut pas réaliser l'harmonisation de quelque chose qui n'est pas harmonieux. Et d'ailleurs, il fustige le beau style. Il n'y a rien pour lui qui soit pire que le beau style. Il ne recherche pas. La question du style n'est pas une question pour lui, parce que le style, c'est une dictature, le beau style en particulier, pour lui. Donc ce qu'il cherche à faire, c'est à rendre perceptibles les stridences du temps. Je lui emprunte cette formulation. D'une part, il veut rendre perceptibles les stridences du temps par une langue extrêmement laconique, précise, pas grasse. Et d'autre part, il importe, nous dit-il constamment, de prêter l'oreille à la musique de fond du monde, à ses accords souterrains, par-delà des sonorités qui peuvent être bavardes ou bruyantes dans le siècle. Donc la musique particulière de Klug, elle résulte d'une conviction qu'on trouve dans ses leçons de Francfort en 2012, mais qu'il avait déjà exprimée dès 1966 dans un entretien accordé à Gottfried Just dans la Süddeutsche Zeitung, selon laquelle il dit « Eine gute Theorie ist poetisch und damit eine Zuspitzung von Poesie. Und Poesie, die nicht einer theoretischen Betrachtung standhält, ist geradezu langweilig. » Ce qui signifie une bonne théorie est poétique et par là une augmentation de la poésie. Et la poésie qui ne saurait soutenir aucun examen théorique est tout bonnement ennuyeuse. Donc vous voyez comment il conçoit la poésie au sens large de création. Donc cette conviction que la poésie et la théorie critique vont de pair, elle est au fondement d'une poétique que j'appellerais une poétique du contre-récit, contre toute vision commémorative. Hein. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se laisser duper par les titres que je vous ai donnés, ni par son Napoléon, hein, ni par ses films, ni dans ses livres. Il les fait paraître certes à des anniversaires, mais c'est tout sauf commémoratif. C'est-à-dire que ce qu'il veut livrer, et ici c'est bien net, il l'a fait exprès, hein, c'est un contre-monument. Je ne l'ai jamais vu publier un livre aussi petit, d'aussi petit format, et c'est évidemment un choix, et je crois qu'il veut nous former un Napoléon de poche, bien sûr, et aussi travailler à un contre-monument, à un contre-récit napoléonien. Donc voilà, tout ça est servi par une esthétique du montage, une démarche qui s'apparente à l'histoire-fiction, sur le modèle de quelqu'un d'un autre frère d'âge à lui, qui est l'historien américain Henry Turner, dans son ouvrage de 89 qui est paru en langue allemande, Geisel des Jahrhunderts, Hitler und seine Hinterlassenschaften, donc le fléau du siècle, Hitler et ses héritages, et c'est donc un livre qui consiste à se demander, dans le point de départ, et de savoir ce qu'aurait été le monde, et l'Allemagne en particulier, si Hitler n'avait pas existé. Voilà, donc un contre-monument. Merci Linda pour cette introduction à l'œuvre de Klug. Donc je vous propose de vous montrer rapidement le livre. On peut afficher peut-être la table des matières. Hein. On voit bien un petit peu la manière de procéder de Klug. Quand on n'est pas familier de sa manière d'écrire, on se demande où il veut bien en venir. Hein, et on peut piocher un certain nombre de choses qui le caractérisent. Par exemple, quelques idées forces qu'on retrouve quand même dans beaucoup de textes, comme la notion d'irréalité. D'ailleurs, c'est une notion qui m'intrigue et j'aimerais bien tout à l'heure poser peut-être une question sur Klug et l'irréalité, ce qu'il entend par là. La question du pouvoir aussi, hein, c'est quand même très présent dans ce livre. Et ce sont des notions qui renvoient bien évidemment à sa vision, sa philosophie de l'histoire. Ensuite, on trouve beaucoup d'épisodes. Il est très friand d'épisodes très peu connus de l'histoire. Et il a pour habitude aussi de combler les lacunes du savoir, c'est-à-dire ce qu'on ne sait pas, par la fiction. Donc, il raconte des épisodes comme par exemple, on va pas, je n'ai pas pu retenir de texte de cette partie-là du livre, mais si vous le lisez, hein, je pense que ça vous
plaira, ça vous amusera même, le projet du tunnel sous la Manche que Napoléon aurait pu réaliser, qu'il n'a pas réalisé, hein, avec force détail. Voilà, donc des choses comme ça. Et puis on trouve aussi des détails de la vie intime, physique souvent, hein, physiologique. Par exemple, les troubles intestinaux de Napoléon, et en général, il semble très attiré par les troubles intestinaux. Et puis, bon, là, par exemple, il y a l'histoire de la dent de Napoléon, Napoléon à l'approche de la mort, qui souffrait beaucoup des dents, etc. Donc, il y a tout un texte sur la dent de Napoléon. Donc, on voit que c'est un petit peu une mosaïque de textes divers et variés, courts, généralement narratifs, parfois essaysistes aussi, et qui présentent 1000 facettes du phénomène Napoléon. Et à travers tout cela se dessine la manière dont Cloug conçoit non seulement le personnage de Napoléon, mais aussi l'histoire. Et c'est de cela qu'on parlera tout à l'heure avec Frédéric Bidouze. Voilà, donc dans ces textes se mêlent en permanence la grande histoire et la toute petite histoire intime, humaine, l'humain, la réalité et les sentiments, chronique des sentiments. Voilà, il va jusque dans les détails intimes de la vie. Donc la micro-perspective, la macro-perspective sont en permanence présentes et se font écho. Il y a dans ce livre de nombreuses illustrations, hein, il ne paye pas de mine comme Hilda nous l'a dit, mais bon, il y a quand même presque 450 pages, hein, c'est sur papier Bible, c'est un petit joyau avec beaucoup d'illustrations extrêmement bien, enfin de très très bonne qualité. Vous avez là aussi une très grande variété, hein, autant il varie les genres de textes aussi, il varie le genre de documents iconographiques, il y a des gravures, des peintures modernes et anciennes, contemporaines, il y a des photos, il y a des extraits des images de films, etc., etc. Des montages, hein, il aime beaucoup faire de montages, des montages. Là, quelque chose dont on n'aura pas le temps de parler, on parlera tout à l'heure d'un auteur qui s'appelle, enfin dans les textes, qui s'appelle Heinrich von Kleist, qui n'est peut-être pas très connu en France, mais qui vit en Allemagne, un auteur de l'époque romantique, qui a commencé par être très francophile, qui a essayé d'entrer dans l'armée napoléonienne, il était vraiment, dans sa jeunesse, très acquis à la cause française et napoléonienne, et pour devenir ensuite un ennemi juré de Napoléon d'une rare virulence. Hein. Donc, c'est surtout cela qu'on retient de lui, hein, ces drames. C'est un poète et dramaturge, ces drames patriotiques, voire même nationalistes. Hein. Et Alexandre Laclour fait un montage, je vois qu'Hilda a ouvert la bonne page. Donc il fait un montage, il met face à face une moitié du visage de Napoléon et l'autre moitié de Heinrich von Kleist. Et on dirait quasiment que c'est le même. Hein. C'est pas choquant, on dirait que c'est le même. Et il fait d'ailleurs la même chose avec son visage à lui et celui de sa sœur. Hein. Voilà, c'est ce genre de choses aussi qui est intéressant dans ce livre. Et puis, bon, il ne faut pas oublier non plus les 3 dessins de son grand ami Baselitz, Georg Baselitz, hein, qui peint les personnages de tête en bas, hein, c'est pas moi qui me suis trompée. Et voilà, donc Napoléon dans le corps de Voltaire est le titre de cette série, et il y en a d'autres aussi de Baselitz dans ce volume. Et d'ailleurs, dans Parsifal Container, il n'y a que du Baselitz, hein, c'est Baselitz, Cloug, qui ont conçu un ouvrage qui joue un texte et image. Voilà. Donc après, on va passer à la lecture, hein, tout de suite, je dirais. À moins que quelqu'un de vous ait envie d'ajouter quelque chose sur le livre en général. Donc ce que j'ai dit, c'est très pointilliste, mais c'est un peu à la Cloug, hein. Juste dire que ce qui vaut pour Parsifal Container et Napoléon vaut pour tout, pour la chronique des sentiments aussi.
C'est-à-dire qu'il y a toujours insertion d'images et d'images de graphiques, enfin, il y a énormément de choses, mais qui sont des images d'archives. C'est-à-dire que Klug, c'est quelqu'un qui collecte. Voilà, c'est un collectionneur, enfin, il fait des collectes, et pour lui, l'art, le début de l'art, c'est la collecte. Il dit souvent que, comme l'homme de Néandertal, ce sont des objets trouvés qui l'ont engagé en art. Voilà. Donc des images aussi, Oui. beaucoup d'images, puisqu'il vient, vous l'avez compris, son grand rêve, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, son grand rêve c'était d'être Proust en Allemagne, ou éventuellement un bon continuateur de Thomas Mann, et non pas Heinrich Mann, de Thomas Mann. Il raconte comment, jeune homme, il allait se faufiler devant la villa de Thomas Mann en espérant le rencontrer, il ne l'a jamais rencontré. Et voilà, et Adorno lui a dit, mais Proust, il y en a un déjà, donc c'est pas tellement utile, et il l'a envoyé faire un stage chez Fritz Lang. C'est comme ça qu'il est arrivé au cinéma. Et c'est comme ça qu'il est devenu un homme de l'image, mais qui exige qu'on regarde derrière les images, ou dans les entre-images, les contre-images, voilà, toujours. Donc c'est truffé d'images, et toutes très insolites, et qui méritent qu'on les regarde, et qu'on les envisage aussi dans le rapport avec le texte. Voilà, donc j'ai oublié de parler de la traduction, mais bon, je ne vais pas en parler longuement. Autant pour Parsifal Container, donc nous faisions partie de la même équipe de traducteurs avec Vincent Pauval. Là, j'ai co-traduit avec un couple de traducteurs qui s'appellent donc Régine et François Mathieu, que je n'ai jamais rencontré physiquement, mais nous avons beaucoup correspondu. Et c'est vrai que c'est un challenge de traduire du Klug, surtout que Klug, il écrit un petit peu, comment dire, parfois il dicte ses textes, hein, il ne se relit pas forcément toujours, et il a fallu beaucoup le relancer pour lui demander des précisions, parfois apporter des corrections, parce que il est tellement foisonnant que parfois le traducteur se trouve avec un produit dont il a l'impression qu'il n'est pas tout à fait fini, et donc il faut demander à l'auteur de bien vouloir le finir à ce moment-là. Ça, c'est un peu une spécialité aussi de Klug. Voilà. Donc je propose maintenant qu'on passe à la lecture. Hein. Non, parce que... C'est bon. Comme tu parlais de traduction, je veux quand même dire que c'est une spécialité. On a rarement vu un auteur aussi compréhensif et aussi ouvert à la traduction, puisque pendant un temps, le dernier état de sa chronique des sentiments, c'était la traduction française. Parce que, effectivement, comme il écrit parfois, il est très très prolixe, hein, et il fait beaucoup de remplois, c'est-à-dire qu'il a aussi des idées fixes, donc il remploie à la fois des idées et des textes dans ses différents ouvrages. Et parfois la traduction le conduit à revenir sur une erreur factuelle ou sur tout simplement quelque chose qui était une image qui était fausse. Et donc la traduction française devient l'original, son dernier original. Et ça, c'est extraordinaire, qu'il y ait une telle écoute et un tel respect des traducteurs. Et c'est d'ailleurs la traduction française de Chronique des sentiments qui a donné lieu, puisque c'était la dernière version de la chronique, qui a donné lieu à la traduction portugaise. Voilà. Donc c'est le rapport de quelqu'un d'extrêmement souple, hein, aux langues et à la traduction qui est aussi très frappant. Et il n'est pas contrarié, hein, c'est-à-dire jamais il va revenir vers le traducteur en disant, enfin bon, moi je ne l'ai pas vécu, hein, en disant là ça va pas, etc. Comme beaucoup d'auteurs qui veulent en fait garder le dernier mot et qui corrigent les traducteurs. Là, Klug, non, c'est pas son problème. Décembre 1799 en pays helvétique. L'officier russe qui mit enceinte une femme évanouie et qui plus tard, en raison d'un article de presse, affrontera son destin, s'achemine avec sa troupe équestre le jour de la Saint-Sylvestre 1799 par la route des Cols jusqu'à Coire.
à peu encore, l'armée de Souvorov, dont faisait partie ce Russe, était aux portes de Zurich. Les lentes montagnes des Grisons, coiffées de neige, contemplent les rapides changements en Europe. Zu meiner Verblüffung gibt es in der 400-jährigen Überlieferung der bürgerlich-industriellen Revolution wenige charismatische Idole. À mon grand étonnement, le récit de la révolution industrielle bourgeoise, depuis 400 ans, connaît peu d'idoles charismatiques. Il y a Washington, Jefferson, les femmes de la Halle de Paris en 1789, les combattantes pour la liberté parties ramener le roi de Versailles à Paris, le visage du jeune révolutionnaire Saint-Just à peine rentré d'une bataille remportée sous son commandement dans le nord de la France. Mais l'exemple le plus éclatant, outre les portraits d'Emmanuel Kant, du mathématicien Euler, de Hölderlin, Novalis, Kleist, Edgar Allan Poe, Hemingway, reste le portrait de Bonaparte à la Saint-Sylvestre 1799. C'est de ce visage, de ce bref moment d'espérance, de cela seul que je veux parler ici. Les représentations iconographiques de cet officier d'artillerie corse, initié aux mathématiques, dont le corps jusque-là n'a pas pris 1 gramme de graisse, le montrent généralement dans des poses militaires. Travestissement trompeur de la modernité. C'est dans ce réceptacle, dans cette légende, ce monument vivant, que se déverse la confiance de millions d'êtres éveillés. D'autres, endormis au moment de sa prise de pouvoir, organiseront plus tard la résistance. L'investissement de tant d'hommes et de femmes réels dans ce projet politique est-il durablement perdu, dévalorisé? Ne survit-il que dans le nom de rues et de stations de métro parisiennes? Mon instinct d'enfant refuse de l'admettre. Les désirs collectifs inassouvis, déjà l'enfant de la Pouille, l'empereur de Méditerranée, Frédéric II, suscitait de tels désirs, sont comme les taupes. Cheminant sous la surface, ils traversent de vastes espaces temporels, passant d'un siècle à l'autre et au suivant. Au commencement. Es gibt kein authentisches Bild des ersten Konsuls. Das, was David später an Gemälden und Porträts liefert, ist ein Idol, ein Propagandabild nach Bedarf. Eigentlich entsteht Napoleon in den Köpfen der französischen Bauern, die ihn nicht persönlich kennen, und außerdem bei den Lesern in Europa als Marmorstatue, das Bild eines klugen, antiken Kindes. Nous n'avons pas d'image authentique du premier consul. Ce que plus tard David fournira de tableaux et de portraits montre une idole, une image de propagande destinée à répondre aux besoins du moment. Au fond, Napoléon est né dans la tête des paysans français, qui ne l'ont jamais rencontré en personne, et dans celle des lecteurs en Europe, sous les traits d'une statue de marbre. Portrait antique d'un enfant avisé, un enfant prodigue. Pareille promesse n'est pas nouvelle, celle d'une ère neuve pleine de jeunesse. Les gens s'échappent en masse de la gueule de Chronos, frôlant la rangée mortelle des dents divines. Un ange à cheval les escorte. Cette image était tout le capital de Bonaparte, impossible à chiffrer en valeur marchande. Ma première rencontre avec le phénomène Napoléon. Zwei große illustrierte Jubiläumsbände befanden sich in der Bibliothek meines Vaters im Herrenzimmer unseres Hauses in Halberstadt. Etwa 4 Kilo schwer. Ich, gerade lesekundig, 8-jährig, wuchtete sie auf den Teppich, schlug die Bilder auf.
Dans la bibliothèque de mon père, dans le fumoir de notre maison à Halberstadt, se trouvaient 2 grands volumes commémoratifs illustrés, pesant chacun dans les 4 kilos. À l'âge de 8 ans, sachant à peine lire, je les ai traînés sur le tapis, les ai ouverts pour contempler les images que commentaient des officiers d'état-major allemands, patriotes prussiens de l'époque d'avant 1914. C'est en 1912 que l'on fêta le centenaire de la victoire de la guerre de libération 1807-1812. Ils étaient hostiles à l'empereur, cet intrus venu de France. Mais dès lors qu'ils évoquaient la personne de Napoléon, et non pas ses troupes, son administration, ses généraux, ces textes laissaient transparaître du respect. Tandis que je lisais, feuilletais les images, j'avais à l'oreille le ton approbateur de mon père, parlant du grand défunt, le général Bonaparte, futur empereur. Ces paroles se faisaient un peu plus chaleureuses lorsqu'il évoquait le jeune général, un peu moins lorsqu'il s'agissait de l'empereur. Sa voix se teintait également de respect lorsqu'il me voyait lire ou feuilleter ces imposants volumes. Un patriote partisan de Napoléon au village de Zilli. Die Franzosenzeit 1806 bis 1813, in welcher das Dorf Zilli zum Distrikt Halberstadt und damit zum Königreich Westfalen gehörte, beurteilte Karl Petz, Enkel eines Bauern, in einer Aufzeichnung aus seinem Todesjahr 1921 positiv. Les années d'occupation française de 1806 à 1813, durant lesquelles le village de Zilli faisait partie du district de Halberstadt et partant du royaume de Westphalie, furent jugées positivement par Karl Petz, petit-fils de paysan, dans une notice rédigée l'année de sa mort en 1921. Jusqu'à l'occupation de l'Allemagne centrale par les troupes de Napoléon, les paysans de Zilli étaient obligés de participer aux corvées de charroi et de labour, quand bien même leur propre récolte était entre-temps gâchée par la pluie. Les Français abolirent toutes ces obligations. Karl Petz ne connaissait ces faits que grâce aux histoires de son père et de son grand-père et par ce qui se disait dans le reste de la famille. Les récits au sujet du comportement des soldats prussiens, à ses yeux, tranchaient d'autant plus nettement avec les actions libératrices du Corse. En 1812-1813, ces soldats avaient pris leur quartier à Zilli. Les femmes de Zilli portaient des jupes qui touchaient le sol. Elles n'ont raccourci qu'à partir de 1918. Et en dessous, des jupons de la même longueur, mais point de culotte. Telle était la coutume. Assaillis par les soldats prussiens à la nuit tombée, leurs jupes relevées leur furent ficelées au-dessus de la tête. On leur fit ainsi traverser le village, le bas-ventre dénudé, sans qu'aucune nécessité guerrière ne pût expliquer ce geste. Les caves et les celliers furent pillés. Les maîtres d'école nationalistes de Halberstadt cherchèrent à faire croire au jeune Petz que l'occupation française avait été la période la plus sombre de l'Allemagne. Petz, le querelleur, était né en 1839. Ce qu'il avait entendu dire des années d'occupation française contredisait les assertions des enseignants. Petz ne tolérait pas de voir ses aïeux insultés. Il ne pensait pas qu'il lui avait raconté des mensonges. Du rythme de déplacement des grands corps militaires. Der Marschtritt antiker Legionen, wie auch der Ruderschlag eines Schiffs der römischen Kaiserzeit, wenn Rammgeschwindigkeit befohlen war,
übertrifft den Rhythmus eines marschierenden Heeres von 1799 östlich des Rheins, also auf mittelalterlichem Gebiet, um das Doppelte. Noch anders der revolutionäre Schritt französischer Grenadiere. La cadence de marche des légions de l'Antiquité, tout comme le rythme des rames d'un vaisseau de l'Empire romain passé en vitesse d'attaque, est 2 fois supérieure au rythme d'une armée en marche en 1799 sur la rive droite du Rhin, en territoire médiéval donc. La marche révolutionnaire des grenadiers français, c'est encore autre chose. Quand la troupe de la garde du Tsar ou un soldat de l'armée prussienne font un pas, l'un de ces combattants français d'un genre nouveau en fait 2 et demi. La musique de Rossini, comparée aux mesures rythmiques en usage 10 ans avant lui, traduit, surtout dans ses finales et ses compositions pour grand ensemble, ce changement de rythme. Une conception poétique du pouvoir. Als noch kein Franzosenhasser war, wünschte sich Heinrich von Kleist ein Machtkonzentrat in Europa, einen charismatischen Herrscher. Der sollte die Kräfte des ausgehenden 18. Jahrhunderts einheitlich zusammenfassen. Und ein solcher Herrscher sollte die Herrschaft, die ihm anvertraut wäre, niemals veruntreuen. Heinrich von Kleist, avant ses années de francophobie, appelait de ses voeux une concentration du pouvoir en Europe, un souverain charismatique. Celui-ci aurait la tâche d'harmoniser et d'unifier les forces du XVIIIe siècle finissant. Et un tel souverain ne devrait jamais détourner à son profit le pouvoir qui lui serait confié. L'image poétique que Kleist se faisait alors du pouvoir mondial ressemblait à une sorte de cristal. À d'autres moments, il le voyait comme un immense bloc de métal. À l'image de la pierre sacrée que l'empereur romain Élégabal fit transporter de Syrie à Rome. Mais ensuite, bouleversé par les rêves qui se bousculaient dans sa tête, il décrivit comme une force invisible cet empilement de désirs qu'il qualifia de toute puissance. Voulant mettre des mots sur cette image de l'invisible, il développa de surcroît son idée d'une multitude de forces qui s'enracinent telles des colonies de champignons dans le substrat des marais de l'Oder. Dans une forêt de bouleaux, tel un ciel inversé entre firmament et nappe phréatique, s'étend sur de nombreux lieux carrés, un entrelac de racines, comme si sous terre, de larges étendues du pays formaient des radeaux encordés, comme si ces racines, mêlées, flottaient dans l'espace entre l'Oderbruch et les terres fermes des hauteurs de Zélo, bravant toutes les lois de la nature. 26-28 novembre 1812. Tous s'attendent à sa chute. Napoléon construit 2 ponts près de Studienka et fait traverser la Bérésina au gros de son armée.
L'irréalité est contagieuse. Décembre 1812, en Russie. Napoléon a fait préparer un traîneau. Il ne se supportait plus au milieu de son armée fantôme. Les troupes s'étaient enfoncées dans l'irréalité de la Russie et plus tard dans celle de Moscou en cendres. Les ordres donnés ne suffisaient plus à en rester maître. L'irréalité est contagieuse. L'empereur rêvait d'un bain chaud qui pût extirper de son corps et par là même de son esprit la chimère où se mêlaient réel et irréel. Dans d'autres circonstances, les aides de camp et les grenadiers auraient dressé une tente, chauffé de l'eau dans des chaudrons pour offrir à l'empereur un bain sur place. Ainsi aurait-il revigoré la reine de la ruche pour qu'elle demeure auprès de son armée. Mais pas question d'un bain en pleine tempête de neige. Des éclats mordants cinglaient le visage des soldats, de la neige transformée en minuscules gravillons. Les soldats et les officiers, en abritant leur visage de ces projectiles, avançaient en aveugles. Le vent soufflait de l'ouest. Le butin qu'ils transportaient était lui aussi irréel. Désespérant de pouvoir charrier leur fardeau jusque dans les environs de Milan, jusqu'en Westphalie ou en Bretagne, les grenadiers, dans ces conditions extrêmes, ne purent se résoudre à l'abandonner sur place. Il y avait parmi eux un caporal qui gardait 7 pièces d'or dans son ceinturon. La sangle en cuir qui contenait son précieux bagage, il l'avait achetée sur un marché à Moscou. Il doutait de pouvoir traîner son corps engoncé dans l'uniforme, enveloppé dans des couvertures de laine et ceinturé de son trésor jusqu'en Prusse orientale, où était stationné le premier corps de troupes français encore intact. Son découragement, par contre, lui parut irréel à son tour, car tout à fait impropre à lui porter secours dans la situation qui était la sienne. Un doute sur le but à atteindre, en effet, aurait détruit ce qui restait au caporal de raison et de force physique, pouvant le sortir de cette mer de terre et de neige et le ramener sur le continent Europe. Ces doutes étaient irréels, car inutiles. Il chercha à s'en délester, comme d'autres le faisaient de leurs armes et de leur havresac. Discerner le réel de l'irréel, le doute, un fardeau. Le plus étrange, comme le raconta plus tard le caporal, arrivé dans une auberge aux environs de Rossitten, c'est que les pièces d'or l'avaient aidé à avancer, le portant en quelque sorte, comme la bouée de sauvetage porte le nageur. Cette prospérité dont son ventre était ceinturé lui avait donné la conviction qu'il y aurait bien, dans l'avenir, un espoir en rapport avec cet or. Servant de compas, ce désir, bientôt devenu espoir, lui avait montré le chemin du retour à la maison, où les choses que je porte sur moi ont encore une valeur. Peut-être, dit le caporal, cette idée me venait-elle de l'enfance. En tout cas, elle m'a sauvé. Le diable et le pouvoir. Eines Nachts, in den Tagen nach dem Sieg von Dresden 1813, heißt es in den Aufzeichnungen eines schwedischen Geistersehers, der vom Kaiser tatsächlich empfangen wurde, habe ein Abgesandter des Hades Napoleon in dessen Kriegszelt besucht. Es sei klar gewesen, dass es sich um den Versucher gehandelt habe. Dans les jours qui suivirent la victoire de Dresde en 1813, lit-on dans les notes d'un nécromancien suédois qui avait effectivement été reçu par l'empereur, un émissaire des enfers était venu nuitamment trouver Napoléon dans sa tente de guerre. Il s'agissait bien évidemment, écrit-il, du tentateur qui, partant de prémices erronées, pensait pouvoir compter sur un reste de foi catholique dans l'âme de l'empereur, mais dut bientôt constater que celui-ci n'était aucunement sensible à la métaphysique chrétienne. L'enjeu de leur pourparlers était le pouvoir. Il en allait du monde entier, jusqu'aux Indes. Quelle était donc la contrepartie sur laquelle allait s'engager l'empereur? Que le souverain se serve à sa guise, le tentateur réclamerait son dû en temps voulu. Mais alors, quelle assurance le malin pouvait-il donner s'agissant de batailles futures? Le messager des enfers était-il en train de lui vendre ses bons conseils? Était-il un imposteur? Se vantait-il? Comment comptait-il prouver son pouvoir réel, qui plus est sur des événements futurs concrets, qui doivent tant au hasard? Et ce pouvoir,
était-il capable de le transmettre à un souverain terrestre? À cette époque, l'empereur souffrait de l'estomac et des intestins. Dominer le monde, en attendant, ne lui faisait aucunement envie. Ce qu'il aurait bien tenté, remettre à sa place la perfide Albion, contre toute probabilité. Il aurait bien aimé avoir le dernier mot. À ce désir ardent, finalement, l'empereur préféra un bain chaud. Le tentateur s'en fut bredouillé. Un opéra apocryphe de Rossini sur un livret de Goethe. La troupe de théâtre s'était rendue à Risa, en Saxe. Rossini vint à sa rencontre depuis Paris. C'est ici, en province, que la troupe allait étudier le livret de l'opéra César, commandé par l'empereur. Rossini avait achevé la composition. Il fallait faire vite. L'empereur pouvait à tout moment être victime d'un attentat. Une bataille suffirait à le renverser. Il comptait créer cette pièce scénique à l'opéra de Leipzig, cependant que l'empereur amassait ses troupes à Dresde. Goethe avait écrit le livret sous un pseudonyme. Son point de départ: l'attentat des 23 conspirateurs contre César a échoué. Les coupables sont en prison. Rescapé de la mort, l'empereur romain va au deuxième acte gracier les conjurés, à l'exception de Brutus qui se sacrifie pour les autres. Ce qui émeut les dieux qui, durant la marche triomphale à travers Rome, se présentent à César pour lui demander la grâce de cet homme. On apprend au troisième acte que c'est son propre fils que le dictateur a gracié. La distribution: 8 castrats, un ténor, un soprane, une basse, 24 musiciens d'orchestre. La première solennelle était prévue pour le soir du 3e jour de la bataille de Leipzig. Tous les officiers de la grande armée, à partir du rang de commandeur de régiment, y compris les officiers du contingent saxon, lequel cependant sera alors déjà passé à l'ennemi, avaient été convoqués. On voulait, pendant la scène de triomphe du deuxième acte, faire entrer des soldats faits prisonniers au cours de la bataille, que l'empereur aurait libérés sous les yeux du public réuni. Après l'acte final, Napoléon prévoyait de proclamer un plan de paix. À l'heure prévue de la première, l'armée impériale disloquée refluait déjà sur les routes en direction de Hainaut. La troupe de théâtre en fuite fut arrêtée à quelques lieues de la rive occidentale de Landshut. Un régiment de cavalerie de l'armée territoriale silésienne, connu sous le nom de Wildermann, homme sauvage, qui rivalisait avec les chasseurs de Lützow, intégra les irremplaçables castrats dans leur rang et en fit des ordonnances. Ils tombèrent sous les balles aux environs de Magdebourg, dans un combat contre l'une des divisions françaises en retraite. Plus jamais, désormais, Rossini n'allait composer d'opéra pour castrat, seul instrument humain qui, pour lui, n'avait pas de prix. Ses voix, ne connaissant point l'effet de soufflet que produit le difficile contrôle de la respiration, elles seules maîtrisaient vraiment, sans faire semblant, les phrases et tenues longues. Pendant longtemps, l'Europe s'est vue dotée de frontières, de morcellement, sans être refondée. Plus jamais la Clementia Caesaris n'inspira de projet d'opéra. En 1940, la partition de Rossini fut sauvée et amenée de Paris à Bordeaux. Embarquée dans un bateau de pêche qui devait conduire ce trésor en Grande-Bretagne, la partition se perdit dans le golfe de Biscaye.
Napoléon mourant, l'horreur, comme s'il ignorait tout de la mort, comme s'il la découvrait pour la première fois. Le génie désœuvrait à Sainte-Hélène, bouffi, moqué les derniers jours par les enfants de ses gardiens, s'agitait nerveusement dans son lit. Les papiers peints le tuaient. On dira plus tard que c'était le plomb, mélangé aux couleurs de la tapisserie qui l'avait fait mourir. On constata la présence d'arsenic. Je crois plutôt que c'est l'immuabilité de ce sous-produit britannique de deuxième catégorie dont la vue déroutait l'empereur, la vacuité, qui causa sa mort. On pourrait croire que Napoléon connaissait la mort. Il était resté toute une nuit au chevet de son camarade Duroc, mortellement blessé, dont les 2 jambes étaient fracassées. Lorsqu'il traversait sur son cheval le champ de bataille de Borodino, ne voyait-il pas des morts? Le matin d'après la bataille de Ligny, il y resta trop longtemps. Il vérifia le nombre des tués, celui des blessés. Il perdit probablement 2 jours plus tard la bataille de Waterloo parce qu'il s'y était attardé. Il ne se souciait pas des balles qui lui étaient destinées, ni de l'attentat dirigé contre lui et son carrosse. C'est la nature intrinsèque de l'individu, de l'indivisible, de se considérer comme un monde en soi, à l'abri des dangers, derrière un écran protecteur. Ces dangers sont aussi éloignés d'une scène de théâtre. Et voilà qu'une guerre civile avait éclaté entre ses organes, l'estomac, le foie, l'intestin. D'une certaine manière, ce n'est pas à lui qu'il s'en prenait. Ils se battaient les uns contre les autres. Dans la chaleur tropicale de l'île, la chaleur étouffante, imprégnée des embruns de l'océan, cette hôte terrestre, cet étranger venu de Corse, perdait de jour en jour la maîtrise de soi, se décomposait avant même de mourir. Le témoignage avait du prix. Les hommes qui entouraient son lit de mort, comme des voleurs, comme des pillards sur le champ de bataille, gravaient leurs impressions dans leur mémoire en vue d'une publication ultérieure pour le discours sur la grande mort. Un exercice pour lequel il manquait de formation. Ils ne surent pas voir la singularité. Le moment venu, ils ne mentionnèrent pas l'affaissement de la peau du visage du souverain. Ils ne cessèrent de regarder ses yeux pour voir s'ils s'ouvraient encore une fois. De l'air s'échappa de la cavité abdominale distendue. Un corsaire aurait-il pu aller chercher le prisonnier Napoléon sur son île pour l'emmener aux États-Unis d'Amérique? Im 4. Jahr nach Napoleons Verschiffung seiner Verbannung auf die einsame Insel St. Helena im Südatlantik spendete ein Unternehmer in New Orleans einen bedeutenden Brocken seines Vermögens an einen Freibeuterkapitän. Das war ein Schmuggler, zeitweise als Pirat und Beutemacher in der Karibik beschäftigt. Der sollte mit einem Trupp bewaffneter Mulatten den Korsen aus seinem Exil auf St. Helena entführen. La 4e année, après la déportation et le bannissement de Napoléon à Sainte-Hélène, une île perdue au milieu de l'Atlantique Sud, un homme d'affaires résidant à la Nouvelle-Orléans offrit une bonne part de sa fortune à un capitaine pirate. Ce contrebandier se livrait par ailleurs à la flibuste et au brigandage dans la mer des Caraïbes. Il était chargé, avec l'aide d'une bande de mulâtres armés, de procéder à l'enlèvement de l'exilé corse à Sainte-Hélène. L'homme d'affaires du sud des États-Unis, au cours d'une tournée triomphale qui devait l'amener aux 4 coins du pays, entendait exhiber telle une bête de cirque ce monument vivant, témoin de son temps. L'on parviendrait peut-être à rendre suffisamment populaire cet illustre personnage pour en faire un candidat à la présidentielle en Louisiane. L'ex-empereur serait à la tête d'une confédération des États du Sud, d'un pays de tous les possibles sur les rives du Mississippi. Le libre-échange, la production de coton, l'ambition que nourrissait le Sud civilisé face au Nord barbare avec sa maudite industrie, réclamaient une telle bête exotique du destin. Que le sang épaissi du génie coulât à présent plus lentement dans ses veines, l'esprit planificateur de l'homme d'affaires néo-orléanais ne s'en doutait pas. Comme il ne se doutait pas de l'embonpoint qu'avait acquis le prince de la célérité de l'an 1797.
le capitaine flibustier, un dénommé Myers III, junior, se sentait l'audace d'accoster de nuit dans l'une des criques sauvages de l'île pour y enlever l'empereur. Si Napoléon avait résisté, Myers III lui aurait mis les chaînes. Mais à peine la frégate avait-elle quitté la Caraïbe qu'elle fut prise dans une tempête tropicale. Seules quelques planches échouèrent sur la plage d'une île très éloignée de Sainte-Hélène. C'est en vain que l'homme d'affaires attendit la livraison du phénomène tant convoité. Il aurait bien aimé en faire sa fortune. Après avoir attendu un certain temps, il fit une croix sur les fonds investis. Je ne voudrais pas briser ce moment magnifique de poésie. Donc je vais finalement faire une petite transition qui m'est venue comme ça marche? Oui, c'est bon? Ou il faut peut-être que je le remonte? Non, ça marche. Non, c'est parce qu'il faut que je sois au niveau. Non pas que je suis beaucoup plus grand. Donc vous allez nous parler de votre étonnement peut-être? Non, pas mon étonnement. Avant de dire ce que j'avais prévu, puisque je suis un grand bavard, on avait prévu à peu près 7-8 minutes d'intervention, donc et puis ensuite on pourra en discuter. Non, c'est par rapport à ce grand moment que j'ai vécu, et puis en même temps, après la lecture du livre, me vient un souvenir, d'une certaine manière, je vais faire un peu comme lui. Ma mère, quand j'avais 6-7 ans, a donné mon vélo rouge, je me souviens, à un autre enfant,
parce que certainement il devait être trop grand pour moi, trop petit pour moi. Et la mère de cet enfant m'avait offert un grand livre de Napoléon que certains d'entre vous peut-être connaissent, sorti dans les années 60. 80 cm, presque 1 mètre de haut, 40 cm de large, et une sorte de bande dessinée qui a bercé mon enfance finalement, puisque on a des images. Alors aujourd'hui, on a des milliers d'images, donc forcément, quand on est né dans les années 60, forcément, on a imprimé tout ça. Et puis notamment, j'y ai pensé notamment pour le grand moment sur la Bérésina, où me sont revenues des images. Hein. C'était un peu comme une Madeleine historique de Proust. Et l'image notamment d'un personnage, d'un soldat que l'on voit qui a la tête enrubannée, certainement parce qu'il est blessé et qu'il souffre le martyre en construisant le pont et en traversant cette rivière mortelle. Voilà. Donc comme ça, j'ai fait une petite transition avant d'en venir à l'histoire. Et en fait, cette œuvre, que je connais peu, si ce n'est ce livre en particulier, domine et habite le siècle dernier et le début de ce siècle, et j'avoue que ça force le respect. Et à travers ce Napoléon, un homme pétri de ruines, domaine qui n'est pas forcément le sien, sur le plan des spécialités que le monde professionnel nous attribue de manière très administrative, très mécanique, il dit, je le cite, « Je navigue dans les eaux de l'histoire ». Il parle de courts tapageurs de l'histoire. Bien, l'historien que je suis ne peut que se féliciter et de l'initiative, puis je suis impressionné par cette œuvre en général, et de cette petite somme, mais qui est d'une densité extraordinaire, et que n'aurait pas démenti, vous en avez parlé tout à l'heure, son maître apparemment Adorno, parce qu'elle est faite de raison et de critique de la raison, au nom de la raison, hein, en sachant que les Lumières sont totalitaires pour Adorno. Et quand on parle de Napoléon, et en particulier en France, et en particulier cette année, je ne sais même pas si on en parle, franchement, par rapport à ce que j'ai entendu. On y voit surtout en raccourci un homme de pouvoir qui ruina les idéaux de la Révolution, voire la Révolution tout court, et révolution qui divise ces mêmes Français encore aujourd'hui. Est-ce que c'est une œuvre accomplie, cette révolution, ou alors au contraire c'est une œuvre qui est comme une promesse éternelle, sans fin, et qui mêle ce qu'espèrent les peuples, c'est-à-dire conduire leur destin, tout en livrant, toujours et encore, le pouvoir à l'État et à ceux qui l'incarnent. Ensuite, c'est cet État, après les monarques de chasse et de cour que furent Louis XV et Louis XVI, après les révolutionnaires qui rechignèrent à nommer, à chercher même un homme qui pourrait les conduire, eh bien, a trouvé sur sa route, je cite l'auteur, le premier homme d'Europe, vous l'avez cité tout à l'heure, le souverain citoyen, le monument vivant, cette légende. Alors Napoléon, qui des Alpes à l'Afrique voulut imiter Hannibal, puis Alexandre, mais qui était au fond l'incarnation de la France, de la nation française, et je pense à un ouvrage important d'une historienne qui s'appelle Nathalie Petitot, et de l'ambition universelle aussi, on en a parlé tout à l'heure, qui est toujours renouvelée. Alors, bon, il y a des chapitres, en particulier un qui m'a particulièrement intéressé, où l'auteur croise le rationnel des faits historiques, tels qu'on les raconte dans les manuels, dans les livres, dans les ouvrages spécialisés, et en effet, l'irrationnel, qui n'est au fond, pour un historien comme moi, ou pour un anthropologue, que ce qu'on appelle le régime de véridiction. Et alors ce régime de véridiction qu'on ne veut pas vraiment voir, parce qu'il nous empêcherait, et c'est la mode aujourd'hui, d'utiliser le passé comme un rejet de tout ce que notre monde contemporain réfute. Mais c'est une acceptation dans ce livre de fait, de nos réalités, on a parlé d'irréalité, mais de nos réalités, et notamment une réalité du rapport entre dominant et dominé. Alors,
il y a un passage, notamment sur les partisans, hein, qui s'intitule Les partisans, qui m'a particulièrement intéressé parce que, en fait, il mêle, d'une certaine manière, il mêle les résistants à l'occupation napoléonienne, d'abord française, révolutionnaire puis napoléonienne. Il parle de ceux du Tyrol, il parle de nos voisins espagnols, il parle de l'Égypte. Une occupation française qui, vous le savez, était justifiée par nos évangélistes révolutionnaires dès 1791, qui ont transformé la Révolution en une sorte de libération du monde. Hein. Enfin, ce sont les Français quand même qui disent qu'ils sont le peuple de l'univers. Enfin, c'est là que ça va commencer. Et je le cite, sa curiosité se laissait volontiers séduire par ses antipodes, et il raconte cette discussion, oui, avec son ami, le poète Heiner Müller. J'ai trouvé ça passionnant à propos de son projet d'un ouvrage qui s'intitulait Napoléon à Madrid, et il cite Carl Schmitt et sa théorie du partisan. Et dans cette œuvre de Carl Schmitt s'y affrontent ces agents contradictoires de la Révolution française, c'est-à-dire ces droits et ces libertés qui sont définis, et les autres, ces novateurs, je le cite, engagés de l'insurrection populaire. Vous l'avez cité tout à l'heure dans un texte. En fait, cet ouvrage élève sérieusement, pour moi en tout cas, le niveau, comme un pied de nez aux historiens de métier, alors heureusement une minorité, mais qui en cette année du bicentenaire de la mort de Napoléon s'engage sur des terrains stériles de querelles commémoratives, au profit d'un militantisme identitaire, arc-bouté sur le présent. J'ai lu un article récemment d'une philosophe qui s'appelle Bérénice Levé, qui parle de personnes incarcérées dans la prison du présent, alors qu'il est au contraire libre dans le passé comme dans le présent, et même, je pense, de l'avenir. Il faut quand même savoir que l'année commémorative commence par un discours d'Emmanuel Macron, mais il est dans son rôle, il est président de la République, et c'est, je pense, assez fascinant, qui cite Napoléon. Alors le discours, il est de 5 mai 2021, et il commence son discours en citant une phrase positive, bien entendu, de Napoléon, du 25 décembre 1997, lorsqu'il est élu à l'Institut. Les vraies conquêtes, les seules qui ne donnent aucun regret, sont celles que l'on fait sur l'ignorance. C'est Emmanuel Macron qui cite cette phrase pour démarrer la délicate commémoration de Napoléon. Alors ce livre est stimulant, véritablement. Il est sans doute complexe aussi. Peut-être que je l'ai lu en historien averti et non pas en spécialiste de Napoléon. On pourrait lui reprocher, mais je pense que tout ce qui a été dit tout à l'heure, finalement, ne rime à rien puisque c'est un artiste. On pourrait lui reprocher une méthode quelque peu autocentrée, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, mais qu'il assume, et qu'il assume parce que c'est son art. Et un peu comme les historiens le font de nos jours, alors quand ils font, vous savez, un exercice qu'on appelle l'égo-histoire. Hein, c'est-à-dire finalement raconter sa vie et voir comment cette vie de l'éducation, de la naissance à l'éducation, puis à l'âge adulte, puis aux études, puis à la maturité, puis à la fin de carrière aussi, eh bien nous a fait être un historien ou une historienne fait de chair et de sang, avec des sentiments et avec la capacité de pouvoir, en tout cas, moi je vous en remercie, ressentir en tant qu'historien cette poésie que vous nous avez montrée. Et en fait, et c'est pas pour le flatter, parce que véritablement, enfin, on ne se connaissait pas, vous m'avez confié ce livre un peu comme vous l'avez confié à un inconnu, hein, finalement. Ça aurait pu mal tourner. Parce qu'il fait la part belle dans sa poésie à ce qui, pour moi, est le propre du métier de chercheur, c'est-à-dire les interactions, les interdépendances, la plasticité, hein, qui doit accompagner, pour moi, tous les scientifiques de métier, d'ailleurs, hein, pas que les historiens. Et il prolonge jusqu'à... alors, ce qui aujourd'hui est passionnant et délicat, hein, je le fais avec mes étudiants, c'est ce qu'on appelle l'Uchronie. Il va jusqu'à faire beaucoup d'Uchronie, mais qui, au XIXe siècle, était une évidence. Enfin, Alfred de Vigny, dans 5 mars,
nous donne des leçons d'histoire qui nous choqueraient aujourd'hui. Finalement, on dirait il invente, hein, il dit des mensonges. Bon, ben, au XIXe siècle, bon, on traite aussi l'histoire de cette manière-là. Alors, il rejoint des auteurs, hein, du XIXe siècle qui disent « Ah, mais s'il n'avait pas été arrêté devant Moscou, s'il avait plutôt tourné vers Saint-Pétersbourg, et ça je pense en particulier à Louis Geoffroy Château, hein, dans son Napoléon et la conquête du monde de 1836, ou Joseph Méry qui nous dit que s'il avait pris Saint-Jean d'Acre, eh bien, il serait parti vers l'Orient et il n'aurait peut-être pas assumé le rôle et le destin de faire un coup d'État et d'être au chevet de la France. Donc en effet, et je termine, il dit « J'écris sur Napoléon. Un génie de ce genre est une sorte de réceptacle qui, jadis, a recueilli les espérances des hommes. » Et la question, d'une certaine manière, que je lui poserais s'il était là, c'est est-ce que notre époque est encore faite de cette étoffe? Et au fur et à mesure, je me suis souvenu d'une phrase de Victor Hugo dans Chose vue, en 1834, un peu fabriquée, parce que il dit un jour, je demandais à un petit enfant exactement ce qu'était Napoléon. Il m'a répondu, eh bien, c'est notre empereur. C'est le meilleur. Et évidemment, bon, pour la petite histoire, cet enfant, c'est son deuxième fils. Hein, mais c'est chose vue. Hein, d'une certaine manière, Victor Hugo aussi travestissait éventuellement l'histoire en essayant de faire jouer son enfant pour répondre à quelque chose qui pour lui était très important ici en 1834, puisqu'il était passé de l'admiration de la monarchie à la légende napoléonienne. Voilà ce que je peux dire en tant qu'historien sur cet ouvrage que vous nous avez présenté côté de l'artiste et côté de ce monument, hein, d'une certaine manière, allemand. Merci. Oui, avant de donner la parole au public, j'ai peut-être encore une ou deux petites questions à poser à nos invités. Donc avec ce rapport poétique à l'histoire, qui est celui d'Alexander Klug, avec son attirance pour la fiction, hein, c'est-à-dire combler les lacunes du réel avec la fiction, on n'est pas loin de son attirance pour ce qu'on peut appeler l'histoire contrefactuelle. Hein, parce qu'il est, comme dans le dernier texte que nous avons lu, qu'est-ce qui se serait passé si, par exemple, le flibustier avait réussi à enlever Napoléon, si Napoléon s'était présenté au présidentiel de la Louisiane, etc. Donc, du point de vue de l'historien, est-ce que l'histoire contrefactuelle, comme la pratique Klug, mais aussi d'autres, est-ce que c'est un levier, un instrument pour l'historien? Qu'en pensez-vous? Moi, je dirais qu'il ne la pratique pas, elle est en lui. Oui, c'est pour ça que je parlais d'Alfred de Vigny, où je parlais des poètes et des écrivains jusqu'au XIXe siècle. Bon, évidemment, l'histoire scientifique, elle démarre avec des sources fiables. Enfin, Voltaire fait de l'histoire philosophique avec de vraies sources. C'est complexe quand même. C'est-à-dire qu'il dit qu'il va chercher des sources véritables, il travaille sur les historiographes du XVIIe, les Mézeray, etc. Enfin, il entame une histoire militante, une histoire militante, bon, qui est l'histoire militante des Lumières, du progrès humain. Donc, ça ne correspond plus à l'histoire chronologique. Donc, je pense sincèrement que, moi, ça me fait penser à de l'Uchronie, mais l'Uchronie aujourd'hui, c'est un exercice. C'est un exercice, et je pense que les étudiants, ils s'en rendent compte, c'est pas évident pour eux, mais c'est que pour faire de l'Uchronie, il faut être un très bon historien. Et en même temps, un très bon écrivain. C'est pour ça que je n'en fais pas. Ou un très bon romancier. Mais des idées, on en a. Des idées, j'en ai. Voilà. Donc, mais sincèrement, sans être un spécialiste, je pense qu'il a ça en lui, comme quand j'essayais de chercher le petit passage où il commence une démonstration en parlant de sa voiture à pédales qui est cassée, je ne sais pas où elle est. Puis il dit, quand j'étais enfant, bon, finalement, vous voyez, j'ai raconté cette histoire de vélo.
Mais finalement, lui, il raconte que sa voiture à pédales était cassée et que son père lui a dit « bon, va te coucher » et que, il me semble que le lendemain, elle était réparée. Et à partir de là, il fait une démonstration, je ne sais plus laquelle. Bon, alors, l'historien universitaire que je suis, il est tenté par cela. Je pense qu'aujourd'hui, le problème de l'historien, c'est que finalement, on n'a pas trop envie de le lire. On n'a pas trop envie de le lire. Il y a des articles qu'on n'a pas envie de lire. Ils font avancer l'histoire, ils font avancer les connaissances, ils dépouillent les archives. Mais il y a une poésie qu'il faut un petit peu renouveler. Voilà. Alors moi, j'y suis en particulier sensible. C'est pour ça que je pense que vous auriez pu tomber mieux ou plus mal. Mais en tout cas, c'est bien tombé. Non, mais c'est bien tombé pour moi, étant donné que je pense, à mon niveau, et notamment la pièce de théâtre là que je sors, et qui était écrite spontanément et qui n'est pas une histoire, c'est pas une pièce de théâtre littéraire, loin de là. Je pense qu'on peut faire l'effort. Voilà, on peut faire l'effort. Et pour lui, il ne fait pas d'histoire contrefactuelle. Il est, à lui tout seul, contrefactuel, j'allais dire. Dire aussi que, enfin, il renoue avec une tradition, notamment celle de la Frühneuzeit. Il renoue avec la tradition des relationes curiosées. C'est-à-dire que véritablement, il est dans cette tradition, qui est aussi une tradition allemande, de l'histoire d'almanach, et de petites histoires à partir desquelles on va constituer un récit historique. Et je pense que, effectivement, c'est pas un hasard s'il aime Kleist, parce que c'est aussi un auteur qui procède comme ça. Voilà, je voudrais aussi dire, parce que j'ai eu l'occasion de le voir travailler, que c'est quelqu'un qui lit énormément. C'est-à-dire que pour arriver, c'est une évidence, c'est un très très grand érudit qui lit, qui dévore les livres, et quand c'est pas lui qui les lit, il les fait lire à d'autres qui les lui synthétisent. Mais peu importe, je veux dire, parce que la matière à dominer est tellement grande. Et donc c'est vraiment quelqu'un qui fait un travail très très sérieux d'archives, enfin, presque d'archiviste. Je parlais de collectionneur tout à l'heure, mais c'est aussi quelqu'un qui consulte des archives et qui ensuite en fait la trame de ces récits. Voilà. Et son rapport au savoir, évidemment, c'est exactement le titre de ce que vous disiez tout à l'heure. C'est-à-dire, c'était une très très belle citation sur l'ignorance que j'ai oubliée, de Napoléon, voilà, citée par Emmanuel Macron. Merci Emmanuel. Et alors justement, à propos de cette phrase de commémoration, moi ça m'a frappé parce qu'en fait, justement pour rebondir sur ce que vous dites, c'est je ne sais pas, comment dire, où est l'histoire. Est-ce que c'est d'essayer de nous donner une leçon sur le fait que le code civil est misogyne? Je pense que personne ne pourrait le contredire, et pourtant des historiens travaillent des dizaines et des dizaines d'heures là-dessus, ce qui pour moi est incohérent. Qu'est-ce qui est le plus contradictoire? Est-ce que c'est le plus ou le moins militant pour l'histoire? Est-ce que c'est ça, ou est-ce que c'est à un moment donné justement, alors pas forcément être un poète artiste comme lui, écrire sur Napoléon, mais à un moment donné aussi, là on n'a pas senti les odeurs, mais moi je connais des reconstitueurs de bataille. Est-ce qu'à un moment donné, sentir le vent, vous voyez, reconnaître la Bérésina, alors moi dans mes souvenirs d'enfance, en fait il faut beaucoup de connaissances. C'est la question. Donc Emmanuel Macron, quand il cite cette phrase, il cite une phrase positive. Là où c'est plus gênant, c'est que finalement il la retranspose comme si l'histoire était linéaire. Et ce qui est important chez Cloug, c'est qu'il est conscient, sans être un spécialiste de l'histoire, il est conscient que la Révolution, par exemple la Révolution française, a ses partisans, qu'ils vont ensanglanter l'Europe, parce qu'il faut quand même être clair, et qu'en même temps, ils vont faire naître des mouvements partisans contradictoires et résistants. Et s'il avait été là, moi je lui aurais posé la question, je lui dis, d'une certaine manière, est-ce que ce ne sont pas les mêmes? C'est-à-dire ceux qui ont prôné la Révolution, ceux qui l'ont faite, ces fameux paysans, ces fameux soldats, etc. Et ceux qui leur résistent,
en Espagne, au Tyrol, en Égypte, puisqu'il parle aussi de Kléber, etc. Et c'est ça qui est pour moi la meilleure des pédagogies, c'est de faire comprendre aux gens, au public, aux étudiants, que l'histoire, c'est pas aller chercher des phrases, c'est pas aller chercher des événements qui se sont produits, des personnages qui ont vécu, qui ont souffert et qui ne sont plus là et qui ont vécu dans une certaine atmosphère, ce qu'on appelle grossièrement le contexte. Mais alors, encore une fois, Emmanuel Macron, il est dans sa fonction. Là où c'est plus grave, c'est quand les historiens s'y mettent. Voilà. Bon, vous savez, il y a un livre qui est sorti en 2014 de Lionel Jospin, quand même, qui s'appelle Le mal napoléonien. Enfin, je dirais, il ne faut pas avoir peur. Et je pense que s'il n'a pas eu peur d'écrire ce livre, c'est qu'il pense sincèrement, et malheureusement c'est le cas, c'est vrai, qu'il aura des lecteurs. Voilà. Et donc, le mal napoléonien, c'est... Malheureusement, beaucoup d'historiens se mettent un peu à faire ça. Voilà, c'est quand un politique le fait, quand... bon, c'est pas grave, il me semble. Moi, je disais juste que pour Klug, un mal, c'est toujours un bien intempestif, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas au bon moment. Ce n'est pas, c'est pas le kairos, c'est pas le moment juste. Et je ne sais pas si ça valait la peine de dire que ce qu'on a vu dans le film, ce sont en fait, c'est des reconstitutions de batailles faites, c'est de la peinture sur verre. Je ne sais pas si vous avez vu cette qualité de transparence, c'est de la peinture sur verre, et Klug fait ça avec une artiste dont j'ai oublié le nom. Catherine Brett, je crois, oui, c'est ça. de New York. Exactement, une New-Yorkaise. Et en tout cas, je voulais juste rajouter que pour Klug, il s'occupe beaucoup de... Il y a beaucoup de neige. Hein. Il y a de la neige dans ses récits de bataille, il y a de la neige sur l'écran, parce que pour lui, il faut résister à toute force à la glaciation du sentiment, encore une fois. Et ça, il le reprend d'Adorno, pour qui la glaciation du sentiment, c'est l'indifférence qui a permis, en fait, le Troisième Reich, les camps de concentration, etc. Donc, ce film, c'est encore une réponse, enfin, ces petits films, ces Minutenfilme, ce sont des réponses à son maître Adorno. Il faut aussi le lire comme ça. Peut-être que je vais revenir à cette histoire d'irréalité qui me turlupine, qui m'intéresse aussi. Donc on l'avait dans un des textes que nous avons lus. Donc c'est Napoléon et ses soldats aux prises avec l'irréalité de Moscou, celle de la Russie, celle aussi du butin que transportent les soldats, celle aussi du doute qui assaillit un jeune caporal, etc. Alors, il me semble que pour vraiment saisir ce que c'est, peut-être faudrait-il avoir lu d'autres œuvres de Klug, ce qui n'est pas mon cas, enfin, en tout cas pas suffisamment. Hilda en a beaucoup plus lu que moi. Mais si je comprends bien, c'est un rapport avec une forme de dissociation, non, artificielle, de choses qui ne devraient pas être séparées. Et donc ça a à voir aussi avec sa critique, me semble-t-il, du capitalisme, hein, qui, d'après lui, crée l'irréalité. Je veux bien répondre, mais très rapidement, parce qu'on me fait signe qu'il faudrait terminer. Il y a un petit livre de Klug qui s'appelle Kunst des Unterscheidens, parce que pour lui, il en va de la distinction. Alors pour lui, la première distinction, qui est aussi une forme d'émotion, c'est distinguer entre le chaud et le froid. Distinguer entre ensuite la terreur, enfin, et le bonheur. Voilà. Donc le réel et l'irréel, c'est aussi une question de survie. D'arriver à distinguer entre le réel et l'irréel, c'est tout simplement de l'ordre de la survie. Parce que ce que recommande Klug, et en cela c'est un homme très très moderne, d'après le fameux, parce qu'on a diagnostiqué ou appelé le emotional turn dans les années 80, c'est quelqu'un qui veut qu'on se reconnecte, alors il ne le dirait peut-être pas comme ça, il l'aurait peut-être pas dit comme ça à l'époque, mais qui veut qu'on se reconnecte à l'élémentaire chez nous, en nous. Hein. Donc, qu'on soit finalement des êtres de bon sens. C'est-à-dire que, justement, hein, il y en a qui sont, comment dit-on,
phallocrate misogyne, hein, dans le code civil. Lui, il revient au Mutterwitz, ce qu'on appelle le Mutterwitz en allemand, c'est-à-dire le bon sens de la mère, hein, le bon sens de la mère, et surtout ces femmes qu'on a longtemps maintenues dans un état de minorité, elles avaient des formes de bon sens qui revenaient, enfin, parce qu'elles étaient dans l'élémentaire. Donc c'est cela dont il est question. Il faut pouvoir distinguer entre le réel et l'irréel pour assurer sa survie. Voilà. Et l'espoir, après il y a la question de l'espoir, mais je crois que là aujourd'hui c'est trop... Je veux bien en discuter après dans l'avant-salle, s'il faut quitter les lieux. Oui, il y a peut-être une question là. Jean-Michel ? Oui, je peux parler sans micro. Pour ceux qui ne connaissent pas l'œuvre littéraire d'Alexander Kluge, c'est mon cas, je connais son cinéma. Quel est votre conseil? Par quoi commencer pour aborder l'œuvre? Alors, moi j'aime beaucoup de choses, mais je commencerai par les histoires de base. Comme leur nom l'indique, les Basisgeschichten, parce que c'est la matrice de toute son œuvre. Et bien que ce soit des récits écrits en général, pour la plupart dans les années 60, voilà, c'est très caractéristique, très emblématique de ce qu'il fera après. Merci. Mais il y a tellement de choses chouettes. Alors moi, je trouve que ça, le Parsifal Container, et c'est pas parce que j'ai participé à la traduction, c'est vraiment très ciselé, très très beau. Napoléon, ça se lit peut-être moins facilement en effet, parce que ça nécessite d'avoir des connaissances importantes. Je ne sais pas ce qu'on dirait. C'est-à-dire que si on a ce livre-là, on l'ouvre. Vous voyez? Vous l'ouvrez. Et vous vous laissez porter par la lecture. Voilà. Et c'est ce que l'historien qui ne le connaît pas, qui n'est pas particulièrement, comment dire, qui ne connaît pas son cinéma, qui ne connaît pas sa littérature, vous dit. Voilà. C'est-à-dire que maintenant, et puis aussi avec les remarquables interventions d'aujourd'hui qui m'ont beaucoup appris, mais forcément parce que j'ai lu le livre. Bon. Et donc en fait, on a envie d'y revenir, mais en l'ouvrant comme ça. Voilà. Est-ce que je peux juste te dire qu'il faut être décomplexé par rapport à cette lecture, c'est-à-dire qu'on peut vraiment prendre le tome 1 de la Chronique des sentiments, ou le tome 2, par tous les sens. On n'est pas obligé de lire de manière linéaire. Voilà. Et il faut être... On nous en donne l'autorisation. Kluge le fait. Voilà. Donc nous allons terminer sur cette invitation à découvrir l'œuvre de Kluge, donc ses textes, ses films, et donc finalement on a parlé beaucoup plus de Kluge que de Napoléon, ce qui est dans l'ordre des choses, et ce qui est très bien. Hein? On a parlé de Napoléon aussi. Oui, bien sûr, bien sûr. Non, mais je veux dire... Oui, bien sûr. Hein, voilà. Est-ce qu'on peut dire que les napoléonâtres n'aiment pas beaucoup ce livre? Oui, il paraît que sa réception au moment du bicentenaire n'a pas été vraiment formidable en France. Oui, mais c'est-à-dire ceux qui sont spécialistes de Napoléon? Oui, En adorateur de général, Napoléon. ou adorateur? Adorateur, oui. Ah oui. Oui, bon, Oui, ça, bon, oui, on s'en mais doutait. Hein. justement, parce que je pense que l'ouvrage, il n'est ni d'un côté ni de l'autre, donc forcément. Voilà, c'est ça. Encore une dernière question. Ce livre est sorti bien sûr en Allemagne. Il a eu quel succès là-bas? Ah, ça, je ne sais pas. Désolée. Je ne sais pas, mais bon, je ne pense pas qu'il y ait eu une très très grande diffusion non plus. Hein. Voilà. Voilà. Donc là, maintenant, je crois qu'il faut vraiment dire le mot de la fin. Donc, merci d'être venu. Et donc, rendez-vous au Salon du Livre des idées dans le monde pour acheter l'ouvrage, soit, je parle pas de Nord, hein, soit au stand de l'Escampette, de la librairie ou de la Suisse. Voilà. Et nous vous souhaitons une très bonne soirée.